à bord, qui a mis son thermomètre dedans et qui a consigné ça dans son livre de bord une fois pour un mois donné d'une année donnée, pour qu'il y ait une donnée. Vous voyez bien évidemment que depuis 150 ans, le nombre de données a cru énormément. Avant 1900, vous voyez que le chiffre est inférieur à 500. Ça veut dire en gros que les 2/3 de la surface de l'océan du monde n'ont aucune donnée, aucun mois de l'année. Si vous regardez la courbe du dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc, je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les 2/3 de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données travaillées telles qu'elles apparaissent là, elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses. Évidemment, c'est un travail gigantesque, surtout quand on n'est pas un laboratoire spécialisé et qu'on n'est pas nombreux, mais nous avons commencé à le faire. Et avant que je vous montre comment nous avons commencé, je vous montre la dernière version que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur votre Internet de la variation de la température la plus précise depuis 150 ans, donnée toujours par ce Met Office, donc par l'Office météorologique et le centre de recherche climatique principal britannique. Là, les données sont données de façon plus précise, je crois que c'est une fois tous les mois. Donc vous voyez que l'évolution de la température est extrêmement chahutée, agitée. Vous y distinguez des tendances. Vous voyez bien que la température vers la droite, c'est-à-dire vers l'an 2000, est un peu plus haute, d'environ 0,8 degrés Celsius, que la température à gauche, c'est-à-dire il y a environ 150 ans. C'est ça, le réchauffement climatique. Mais vous voyez que ce réchauffement climatique global, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas homogène. Il n'évolue pas de façon accélérée, comme je le croyais avant de commencer à regarder ces données. Il évolue plutôt par des tendances que je vous ai soulignées ici par des traits rouges. Pendant quelques dizaines d'années, ça a l'air d'être assez rectiligne. Et puis tout d'un coup, assez brutalement, la pente change et vous voyez les périodes auxquelles les valeurs de cette température ont changé. Donc oui, je conclurai ça à la fin de mon exposé, il y a bien en 150 ans un réchauffement climatique, mais tout dépend des périodes où vous vous mettez. Si vous vous mettez entre 1879 et 1912, il y a un refroidissement climatique. Et pour ceux qui ont mon âge, il y a longtemps qu'on sait que pour ceux qui sont nés à la fin des années 40, au début des années 50, quand ils ont atteint leurs 20 ans en 1970, il y avait eu une baisse assez régulière de la température, au point que je rappelle à ceux qui l'ont oublié que les journaux des années 70-80 craignaient le retour vers une période glaciaire et une période de froid. Et on voyait autant d'articles disant « attention, on va vers le grand froid » que dans les années 2000, nous voyons d'articles disant « on va vers le chaud » parce que vous le voyez, on vient de vivre une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pendant laquelle le réchauffement est indiscutable. Je reparlerai du grand rapport qui a été fait par un groupe d'experts, et c'est un sujet qu'on pourrait voir dans le débat en lui-même, que la constitution et le fonctionnement de ce groupe d'experts, qui s'appelle IPCC en anglais, et vous voyez ça en bas de la citation sur cette diapositive, GIEC, GIEC pour Groupement intergouvernemental d'études du climat en français. Ce groupement, tous les 5 ans, fait un rapport sur l'état des connaissances. Voici une des figures fondamentales du dernier rapport qu'il a remis en 2007 à l'ensemble des gouvernements et qui est la base de tout ce que vous pouvez lire dans tous les journaux et dans toutes les décisions d'hommes politiques ou de gouvernements sur le réchauffement climatique. Alors je commente cette figure parce qu'elle est un peu pâle. Vous voyez en bas 3 diagrammes, en bas à droite. Celui de droite, c'est la température moyenne de l'océan en noir, celui du milieu des continents et celui de gauche, c'est le global, c'est la somme des deux. Donc c'est les courbes que vous venez de voir dans les diapositives précédentes, mais on a pris une valeur tous les 10 ans. Elles ont été énormément lissées pour qu'on en sente que la tendance. Et puis au-dessus, vous voyez très mal une carte géographique du monde entier. Vous devez à peine distinguer les lignes de côte des continents. Et on a fait les moyennes de température par continent pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Australie, qui sont à peu près mises dans leur position sur ce planisphère. Vous voyez que toutes ces courbes montrent le réchauffement climatique. Elles montrent toute une montée jusque dans les années 40, une descente
pas toutes, mais la plupart, jusque dans les années 70, et une franche montée depuis les années 70. Le réchauffement climatique, qu'on suppose anormal, est dû au gaz carbonique et aux gaz à effet de serre relâchés par l'homme. Un des messages principaux de ce rapport, c'est les courbes qui figurent en bleu pâle et en rose. En bleu pâle, c'est les calculs d'ordinateur dans lesquels on met tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui de la physique du globe, le soleil, les volcans, les nuages, tout ce qu'on peut, et on calcule l'évolution du climat, et on trouve que ça ne devrait pas changer, on trouve la courbe bleue, ou plutôt des tas de courbes bleues qui vous indiquent un peu l'incertitude dans ces modèles. Et quand on rajoute le gaz carbonique envoyé par l'homme dans l'atmosphère, tel qu'il nous est connu, et je vous dirais qu'il nous est très bien connu, et qu'il augmente très vite, eh bien on obtient les courbes en rose. Et c'est ce diagramme qui, pour le GIEC et pour tous les gouvernements du monde, démontre à 90 chances sur 100, dit le rapport, que le réchauffement climatique désormais est sorti du bruit, qu'il est dû à l'homme, qu'il est dû au gaz carbonique et au gaz à effet de serre relâchés par l'homme et qu'il se mesure par ces courbes. Alors, en allant relativement rapidement, parce que le temps me l'impose, je vais vous montrer que nous avons essayé de reproduire ces courbes, puisqu'on refusait depuis ce centre anglais de nous en donner les données, et nous avons repris, par exemple, 44 stations météorologiques parmi les meilleures et les plus complètes en Europe. Et là, nous ne nous sommes pas contentés d'avoir une valeur par mois. Nous avons pris la température minimum, maximum et moyenne de chaque station météo, chaque jour de l'année, de tout le XXe siècle. Vous voyez ici la moyenne de ces stations. C'est le changement climatique de l'Europe. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme qu'on attendait. Il est manifestement, et je vous donne une interprétation ici, pratiquement plat. Il n'y a aucun réchauffement climatique en Europe de 1900 à 1985. Et ensuite, en 1 ou 2 ans, autour de 1987, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un véritable saut, et nous sommes désormais, depuis quelques dizaines d'années, apparemment, dans un climat à nouveau qui est une tendance plate, mais qui est sensiblement plus chaud. De combien? Vous le lisez à gauche, environ 1 degré Celsius. Le réchauffement climatique en Europe, c'est rien jusqu'en 85, tout en 2 ans, et plat depuis, et pas d'évolution climatique depuis 1987, c'est-à-dire depuis 20 ans. Il y a 20 ans que ça ne change plus. Quand nous avons découvert ça, on a été très étonnés, ce n'est pas l'image qu'on en avait. Alors on a recommencé sur 150 stations météorologiques des États-Unis, et voilà la courbe qu'on a obtenue, et on retrouve une chose que les climatologues savent bien, c'est que ces courbes sont très différentes d'une région climatique à l'autre, et que d'en faire la somme et de mettre tout dans un même paquet, on n'est même pas sûr d'un point de vue physique, thermodynamique pour les spécialistes, que ça ait un sens. Je fais une toute petite parenthèse pour les physiciens. On sait qu'en thermodynamique, on peut ajouter les volumes, on ne peut pas ajouter les températures. Si vous ajoutez le volume de 2 pièces qui sont côte à côte, vous avez le volume des 2 pièces. Si vous faites la moyenne des températures des 2 pièces, ce n'est pas la température moyenne des 2 pièces, ça dépend de la façon dont on ouvre la porte, de l'histoire, de l'isolation des murs et ainsi de suite. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose, et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température, en effet, a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30. Et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis. Vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les 2 courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC il y a 1 an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les 10 ans au lieu d'un point par mois, et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Premier inconfort. Deuxième point, la vision que nous avons